Mesdames, Messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver sur ces antennes de Gabon 24. À quelques jours du référendum prévu ce 16 novembre, plusieurs observateurs sont déjà en terre gabonaise. Alors que tout le monde s'active pour le bon déroulement de ce scrutin, on est tenté de se poser la question de savoir si tout est fin prêt pour garantir la fiabilité des résultats des urnes. Et pour tenter d'y répondre, nous recevons sur ce plateau spécial le docteur Aimé Roger Moulungi Maganga. Il est le président de la commission spéciale pour l'accueil et l'encadrement des observateurs. Monsieur Moulungi Maganga, bienvenue. Merci, Monsieur Django. Je vous remercie pour cet honneur. C'est un plaisir de vous avoir et surtout de parler d'une question très importante qui tourne autour du référendum, un rendez-vous historique pour notre pays, le Gabon. Je m'en vais tout de suite vous poser la question de savoir quel est l'intérêt d'une observation électorale pour une élection référendaire historique, comme je le disais, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, donc, je voudrais d'abord vous réitérer l'honneur que vous me faites de me recevoir sur vos antennes cet après-midi pour clarifier l'opinion sur l'intérêt d'une des missions d'observation invitées par l'État gabonais pour venir observer le processus électoral en cours dans notre pays. Alors, il va peut-être falloir que l'on précise le cadre dans lequel, j'entends cadre juridique, dans lequel nous travaillons. C'est donc à la faveur d'un arrêté du ministre de l'Intérieur que la commission spéciale d'accueil et d'encadrement des observateurs a été mise en place. Cette commission, comme vous l'avez si bien indiqué à l'entame de votre introduction, est bien alignée sur des missions essentielles d'accueil et d'encadrement des observateurs, donc des missions d'observation dans le cadre de ce référendum constitutionnel de 2024. Alors, il faut peut-être préciser que, pour revenir spécifiquement à votre question, oui. L'intérêt essentiel d'une mission d'observation se situe essentiellement dans ce que les mécanismes, effectivement, d'évaluation impartiale et indépendante d'un processus électoral va certainement convier ou oblige des États qui se veulent démocratiques ou qui ambitionnent un avenir démocratique, de laisser observer leur processus électoral par un regard extérieur qui soit caractérisé par une neutralité absolue. Donc c'est dans ce sens-là que le ministère de l'Intérieur a jugé à juste titre qu'il fallait, dans le cadre de ce processus historique, j'entends le référendum en cours, inviter un panel important d'observateurs en vue justement de venir asséner le regard essentiel en termes de niveau de crédibilité du processus en cours. Donc c'est bien dans cette idée de parvenir à garantir à ce processus électoral la caution de crédibilité suffisante pour que le référendum qui sera, nous l'espérons, adopté au terme de ce processus soit le plus légitime possible. Et quand on parle de légitimité, ce n'est pas simplement la légitimité populaire, mais c'est une légitimité qui va être accrue par, on va dire, le regard des observateurs qui certainement vont avoir un avis, effectivement, on va dire, à donner à ce processus. Donc voilà globalement, M. Djangou, les quelques éléments qui me semblent de façon préliminaire à préciser. J'espère que la suite du débat permettra davantage de venir sur les éléments de détail. Voilà. Et justement, quand vous parlez de regard extérieur, ce panel de regard extérieur est composé de qui? D'où vient-il? Combien sont-ils? Très bien. Alors, il faut bien dire que c'était d'ailleurs déjà encore une fois de plus sur le plan juridique, il est essentiel de le préciser parce que vous comprenez bien qu'on ne peut pas commencer à traiter d'une question aussi importante que l'observation sans préciser le cadre qui a prévalu justement à la mise en place de ces missions d'observation. Il est peut-être essentiel pour votre gouverne de faire observer que le cadre juridique, donc j'entends la loi électorale, qui a récemment subi quelques évolutions, a exhumé l'article 161 du Code électoral qui avait jadis connu une suppression dans l'ancien Code électoral et qui, naturellement, fondait ces missions d'observation. Donc, ce qui, malheureusement, pour l'élection de 2023,
n'a pas pu effectivement, on va dire, favoriser l'arrivée des observateurs internationaux. Mais il faut dire que l'engagement pris par les autorités actuelles, notamment l'exécutif actuel, a consisté d'abord en priorité à exhumer cet article 161. Et ça a été fait. Donc aujourd'hui, nous avons bien le fondement juridique essentiel pour pouvoir héberger, inviter justement les observateurs internationaux pour ce processus que nous vivons. Alors, c'est déjà là une marque importante qu'il est essentiel de préciser. Et à côté de cette volonté matérialisée, il faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu une invitation officielle de l'État gabonais. Voilà, parce que c'est bien cela. Cette invitation officielle, aujourd'hui, a suscité, on va dire, à l'observation, un important engouement. Et ça, on peut bien l'observer. Aujourd'hui, nous avons des figures emblématiques de l'observation internationale, comme l'Union européenne. Nous avons la CEAC, nous avons le Commonwealth, nous avons des missions diplomatiques qui ont également introduit la mission suisse, par exemple, la Grande-Bretagne. Voilà, pour ne citer que ces organismes. Mais à côté de cette, on va dire, cette réalité ou encore cette frange d'observateurs, il y a également à côté de ces observateurs d'autres non moins importants au niveau communautaire, donc au niveau africain. Donc on a énormément là aussi, on va dire, d'observateurs communautaires qui se sont manifestés et qui arrivent, parce que c'est des observateurs pays, qui arrivent également aux côtés des grandes figures, observer le même processus en vue de lui conférer in fine la crédibilité nécessaire. Donc la volonté matérialisée de l'exécutif a consisté à faire en sorte que le processus électoral en cours soit observé par un maximum d'observateurs internationaux. Mais aussi, il y a aussi un segment d'observation nationale, parce qu'on a aussi des observateurs nationaux qui se sont manifestés. Donc aujourd'hui, si je dois indiquer, on va dire, un ordre, je ne dirais pas approximatif, mais un ordre qui situe bien la réalité actuelle, nous ne sommes pas loin d'une vingtaine d'observateurs ou de missions d'observation accréditées à ce jour. Et à l'intérieur de cette vingtaine d'organismes, il faut compter à peu près, rien que pour la CEAC, une vingtaine. Pour le PNUD, on attend à peu près 200 observateurs, voyez-vous. Pour les missions communautaires d'observation, là encore, on a quasiment presque des vagues de 50 à 100 observateurs. Voilà. La même réalité peut s'étendre également pour les missions d'observation locales. Voilà. Là aussi, c'est des seuils encourageants avec des réalités ou on va dire, des niveaux quantitatifs de 50, 100 observateurs, donc des points focaux dûment établis localement et qui ont pour mission de porter un regard sur la crédibilité du processus actuel. Donc, alors, comment seront-ils déployés, ces observateurs, sur l'ensemble du territoire national où va se dérouler ce scrutin lié au référendum? Bon, ici, il faut bien comprendre une chose. La mission que j'ai la modeste, on va dire, charge de conduire, n'a pas vocation à s'immiscer dans le cadre des organisations ou des missions d'observation. D'accord. Ce que nous faisons, c'est que nous accréditons. Donc le ministre de l'Intérieur accrédite. Au niveau de la commission, nous examinons simplement les dossiers sur des critères constants. Critères de légalité, donc on s'assure bien que la mission d'observation qui sollicite le ministère de l'Intérieur une accréditation a bel et bien une existence juridiquement vérifiable. Premier critère. Second critère, nous nous assurons que cette mission ait minimalement une antériorité en termes d'actifs de passé d'observation. Ça veut dire qu'on s'assure qu'elle a déjà par ailleurs été sollicitée pour les mêmes missions d'observation ailleurs. Ça ajoute quand même une certaine garantie de crédibilité à ce que nous faisons. Le troisième critère, c'est un critère individuel, donc des acteurs qui sont mobilisés. Là aussi, nous nous assurons que ceux qui sont mobilisés au niveau des organismes feu tiers ont aussi une expérience avérée en matière d'observation. Donc ce sont des éléments sur lesquels la commission que j'ai la modeste charge de conduire examine les dossiers. Donc c'est ce prisme-là qui est mobilisé pour
émettre ou des avis favorables ou des avis défavorables qui ensuite sont à l'échelon supérieur, on va dire confirmés par le ministre, qui d'ailleurs, dans une objectivité là aussi absolue, s'assure que la mission, du moins la plénière de la commission s'est prononcée en juste regard, voyez-vous. Donc il n'y a pas de ce point de vue une forme de traitement à géométrie variable de toutes les demandes que nous recevons. Voyez-vous. Maintenant, nous leur demandons, par la suite, une fois accrédités, de nous fournir un plan de déploiement. Donc, c'est maintenant à ces missions, en toute indépendance, j'entends, en toute autonomie, de nous indiquer simplement que voilà ce que nous envisageons, on va dire, comme schéma de déploiement à l'échelle territoriale, selon ce qu'ils auront eux-mêmes, je vais dire, arrêté comme schéma. Et nous prenons en compte ces éléments, ce qui nous permet, nous, au niveau de la commission d'accueil et d'encadrement, de nous déployer également, parce que l'idée, c'est d'être à leur côté, de nous assurer qu'ils ne subissent pas d'entrave dans l'exercice de leur mission d'observation. Donc, c'est de nous déployer et de prédisposer les cadres nécessaires, à des missions qui soient les plus sécurisées possibles. Voilà. Donc, voilà un peu ce qui se passe en réalité. Et pour ce qui est, on va dire, des missions déjà accréditées, nous avons quasiment préreçu pour la plupart de ces missions, ne serait-ce qu'à date, des plans indicatifs de déploiement qui sont susceptibles, selon la conjoncture, d'évoluer, mais au moins, ça nous permet, nous, au niveau de la Commission, d'avoir un schéma indicatif en termes de déploiement, ce qui nous garantit effectivement une meilleure efficacité pratique dans le cadre de leur encadrement. Alors, docteur Mulungi Maganga, là vous avez évoqué un certain nombre d'éléments qui laisseraient croire que ce sont des garanties quand même de neutralité pour l'administration qui accueille et qui encadre les observateurs. Est-ce que vous pouvez garantir sur ces plateaux qu'effectivement l'administration qui accueille notamment le ministère de l'Intérieur qui a la charge d'organiser les élections désormais dans notre pays, le Gabon, qui accueille ces observateurs, va jouer un rôle de neutralité en ce qui concerne le déploiement et en ce qui concerne les observations qui seront faites sur le terrain par ces organismes-là qui viennent nous accompagner dans ce processus référendaire. Très bien, Monsieur Djonkou. L'une des garanties qu'il me paraît essentiel d'indiquer en amont de ce processus, ça reste le cadre juridique qui fonde les missions d'observation en République gabonaise. Donc, lequel cadre juridique est issu du décret 1004, du 27 août 1998. Lequel décret précise en son article 6 que les missions d'observation se prennent exclusivement en charge, donc totalement en charge. Il n'y a pas dans, on va dire, ce régime juridique clairement établi par le décret 1004, une confusion sur le plan pratique. Et ça, l'exécutif actuel et le ministre de l'Intérieur nous l'a encore rappelé et il souhaite que sur cet angle précis, il n'y ait pas, on va dire, de confusion possible. Et il faut bien s'assurer que, comme je venais de vous l'indiquer, que pour la commission, des critères, on va dire, constants ont été arrêtés pour l'examen des dossiers. Et nous tenons bien en perspective à chaque fois que nous avons à traiter de ces questions, du contenu de ces critères légaux et de leur alignement sur le régime juridique que je viens de vous indiquer, donc issu de ce décret 1004. Et nous, effectivement, dans le cadre de cette mission, nous tenons à ce qu'il n'y ait pas le moindre lien incestueux entre les missions d'observation et, on va dire, l'administration que nous représentons ou qui a la charge d'administrer le processus électoral en cours. Voilà. Donc, nous nous assurons qu'il n'y ait pas. Donc, la ligne de césure est nette. On ne peut pas, à date, pointer un quelconque dysfonctionnement dans le cadre du fonctionnement de la commission, puisque les observateurs que nous recevons, nous leur réitérons cette distinction et que l'administration n'a pas vocation à vous prendre en charge dans le cadre de vos missions d'observation. Vous vous prenez totalement en charge. Ceci pour préserver le lien d'indépendance et d'impartialité qui doit exister entre l'administration et les missions d'observation. Parce que nous savons bien qu'à l'issue de leur mission, ils ont des rapports
ils ont des communications officielles à rendre. Et nous souhaitons que ces rapports soient en principe, on va dire, revêtus du sceau absolu de la neutralité. Donc c'est sur cet angle-là que nous veillons au niveau de la Commission. Voilà pourquoi aujourd'hui, je peux vous garantir que, suivant les instructions, on va dire, de l'autorité administrative, nous n'avons pas vocation, effectivement, à venir jeter un quelconque doute sur cette garantie de crédibilité et de neutralité. Donc, toutes les missions d'observation ont conscience et, naturellement, ont la possibilité à l'issue de nos échanges, de s'assurer que la Commission, et encore moins le ministère de l'Intérieur, et peut-être même de manière prééminente, l'exécutif n'a pas vocation à venir supporter les charges de leur mission. Donc, ils sont accrédités. Une fois accrédités, les seules facilités que nous accordons au niveau de l'administration, ce sont les facilités, on va dire, d'entrer sur le territoire, aux conditions naturellement légales que la loi prescrit. Donc, il n'y a pas là, de ce point de vue, une quelconque ambiguïté qu'on pourrait nourrir, aussi bien du point de vue du point de vue réglementaire que du point de vue fonctionnel, voyez-vous. Donc, alors, docteur, on a toujours eu des élections dans ce pays, on a eu le temps de solliciter des observateurs ou encore des organismes qui viennent nous accompagner dans le processus électoral. C'est vrai qu'on a toujours eu à faire face aux élections présidentielles, législatives, les élections locales, pas à un référendum. Pour cette première, enfin pas pour cette première, en tout cas pour ce cadre-là qui est historique et inédit pour certains Gabonais qui n'ont jamais vécu une élection de référendum, on se retrouve encore avec des observateurs internationaux, des regards extérieurs. Est-ce que là, pour cette fois, il y a quand même une garantie qu'on ne puisse pas avoir des rapports qui seront, comme on dit, querellés, des rapports qui seront jugés, des rapports douteux, parce qu'on a toujours eu ces observateurs lors des élections, et ça n'a pas manqué qu'on puisse quand même dénoncer des irrégularités dans le processus électoral. Alors, nous pensons que ces cas de jurisprudence, effectivement, qui ont... on va dire, la particularité de légitimer l'opinion sur les missions antérieures d'observation, pour notre part, nous pensons qu'il ne faut pas les perpétuer. Il ne faut pas les perpétuer pour une simple raison. Le pari pris par l'exécutif actuel, ou l'engagement, on va dire, final pris par l'exécutif actuel, a été celui de restaurer les institutions. Il s'agit là d'un engagement majeur. Donc, il serait, à mon sens, très malvenu que ces cas de jurisprudence, malheureusement regrettables, s'ils ont bien existé, n'ont pas vocation, disais-je, à être pérennisés. Et nous pensons peut-être que l'occasion de ce référendum est bien indiquée pour inverser ce mauvais passé. C'est pourquoi nous pensons au niveau de la Commission que l'ensemble on va dire, des seuils ou encore des segments d'impartialité et de neutralité des observateurs doit totalement être garanti. Être garanti par ce que j'ai indiqué précédemment, cette ligne de séparation et de démarcation entre l'observation et les missions d'observation, la garantie de leur autonomie et de leur indépendance, et l'administration qui, elle, ne fait qu'accréditer avec l'idée, on va dire, fondamentale de venir crédibiliser son processus électoral. L'administration accrédite parce que j'estime qu'elle n'a rien à cacher. Voilà. Tous les angles sont ouverts pour être observés au mieux, pour permettre à chaque mission d'observation de regarder ce qu'il y a, aussi bien en amont qu'en aval du processus. Parce que peut-être qu'il faut que je vous l'indique, M. Djonkou, une mission d'observation a un triple segment de regard. Okay. Il y a le regard en amont, qui peut concerner... Et là, vous empiétez sur la question que je voulais vous poser. Voilà, il y a bien l'état législatif, donc, et réglementaire. La mission d'observation s'assure qu'au niveau normatif, tous les cadres préétablis pour administrer le processus électoral sont suffisamment efficaces pour permettre au processus en cours de connaître une véritable effectivité sur le plan démocratique. Ça, ce sont des choses sur lesquelles les missions d'observation viennent généralement. Donc, par exemple, je vais vous prendre
Je vais vous citer l'Union européenne, qui est sur le territoire national pour ses missions depuis quasiment bientôt, ça c'est la 3e semaine qu'ils y sont. Vous voyez, donc nous avons eu des échanges suffisamment bien étendus, d'abord avec les plus hautes autorités de notre administration, donc notamment Monsieur le ministre, ensuite avec la Commission, et nous suivons pas à pas effectivement l'encadrement de cette mission d'observation. Nous avons mis à la disposition des experts électoraux de l'Union européenne tous les textes nécessaires qui ont préétabli effectivement toutes les actions que nous menons, voyez-vous. Donc, ils sont en possession de ces textes. Ils les analysent, ils les examinent et ils ont la possibilité, là, de se former une opinion sur l'efficacité du dispositif normatif. Donc, nous n'avons pas vocation à venir interférer dans leur analyse. Voilà. Jusqu'où ira la mission de ces observateurs? Est-ce qu'ils sont là jusqu'à la proclamation des résultats en ce qui concerne ce référendum, ou bien ils vont au-delà même de la proclamation des résultats? L'idée, c'est de dire que les 3 segments de regard doivent être effectifs. D'accord. L'amont, comme je vous l'ai dit, c'est s'assurer que tous les mécanismes, on va dire pratiques et normatifs et pratiques, disons-le comme ça, dans l'ordre régulier, sont réunis pour pouvoir assurer au processus électoral actuel la plus grande crédibilité recherchée, voyez-vous. Ensuite, il y a le jour du scrutin, s'assurer que les droits électoraux garantis à chaque citoyen sont effectivement exercés. D'accord. Voyez-vous, que l'électeur ait eu la possibilité de voter dans des conditions légalement définies. Voyez-vous. Donc là-dessus, il s'assure également. Ensuite, il y a l'après. L'après, c'est de s'assurer que, en cas de dysfonctionnement du processus, donc en cas d'irrégularité, identifiée dans le processus, que le citoyen qui se sent investi, on va dire, ou bien qui s'assure préalablement qu'il ait des preuves, peut, en toute liberté, saisir les voies de recours qui sont indiquées là aussi par la loi pour porter auprès de la juridiction compétente, en l'espèce la Cour constitutionnelle, les cas de recours qu'il pourrait saisir dans le cas de cette élection. Donc là aussi, les missions d'observation regardent tous ces éléments. Donc l'effectivité du droit au recours pour chaque citoyen, si tant est qu'il est tout à fait indiqué aussi bien en fait et en droit à porter cette saisine à la juridiction compétente. Donc ce sont des éléments sur lesquels, effectivement, les missions d'observation sont légitimes à porter leur regard. Il n'y a pas, de ce point de vue, des missions ou des angles qui seraient fermés et d'autres ouverts. Nous avons bien pris l'engagement d'ouvrir tous les angles, l'amont, le jour du scrutin et l'aval, c'est l'effectivité des différents recours qui peuvent être exercés par les citoyens. Alors, il nous reste moins d'1 minute. Ça veut dire que, selon vous, vous qui êtes le président de la commission spéciale pour l'accueil et l'encadrement des observateurs, tous les dispositifs sont mis en place pour qu'il y ait une observation fiable du scrutin. En toute transparence. Oui. Et en toute transparence, je le dirais, et en toute sincérité, je pense que l'engagement qui a été pris par l'administration, donc par le ministère de l'Intérieur, aujourd'hui est matérialisé. Et je ne crois pas à l'articulation des missions de la Commission à date qu'on ait à pointer un dysfonctionnement qui viendrait mettre en doute ou qui viendrait entamer la crédibilité du processus actuel. Du moins pour ce qui est de l'observation ou des missions d'observation. Ils ont, à date, du moins tous ceux qui sont accrédités et qui viendront, la garantie qu'ils pourront observer l'ensemble des pans du processus électoral sans être, on va dire, gênés par un quelconque dispositif ou par une quelconque action de l'administration. Voyez-vous, ça c'est une garantie que je me permets de vous livrer et de vous donner sans pour autant, effectivement, dénier que la forme d'humanité dans laquelle nous évoluons tous, vous et moi, ne peut pas, effectivement, ne pas pointer quelques faiblesses à certains endroits, mais qui n'ont pas vocation à venir, jeter un trouble sur la garantie de crédibilité que nous pensons préserver pour l'ensemble des observateurs et surtout la préservation de leurs actions du point de vue des différents regards qu'ils peuvent porter sur cette élection.
Merci à vous, monsieur le docteur Aimé Roger Moulongui Maganga. Je rappelle que vous êtes le président de la commission spéciale pour l'accueil et l'encadrement des observateurs. Vous étiez sur ce plateau pour nous garantir effectivement que toutes les dispositions sont prises pour une observation fiable du scrutin qui pointe à l'horizon. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi, monsieur Djankou. Merci et au plaisir. On se retrouve très vite sur les antennes de Gabon 24. Au revoir.